Et puis tout de suite, le photographe animalier Laurent Baheux est l'invité du Grand Angle du 64 minutes. Bonjour Laurent Baheux. Bonjour. Alors, au départ, fin des années 90, dites-moi si je me trompe, vous étiez photographe pour une agence de presse sportive à Paris. Absolument. Et quel sport vous photographiez à l'époque? Toute l'actualité sportive nationale et internationale, à commencer par le foot évidemment, qui monopolise l'intérêt médiatique à 75%, on va dire. Et puis le rugby, le tennis, qui est mon sport de prédilection. Et puis un jour, au début des années 2000, vous avez décidé de partir en Afrique, de changer radicalement d'objectif, j'allais dire, au sens propre. Pourquoi? Principalement parce que le rythme effréné de l'actualité sportive et de la vie citadine tout court m'a apporté une saturation et j'avais besoin de me recentrer sur des choses un peu plus essentielles. De retrouver la nature peut-être. Absolument. Et donc vous êtes parti en Afrique, vous avez fait plusieurs voyages en Tanzanie, je crois, et au Kenya surtout. Absolument, et aussi sur l'Austral, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, Botswana, Namibie. On a vu déjà, mais on peut les revoir, quelques-unes des magnifiques photos que vous avez prises. Donc vous avez fait plusieurs voyages évidemment, vous êtes parti je ne sais pas combien de fois. Oui, sur une quinzaine d'années, oui, j'ai pas compté le nombre de Alors là c'est le Roi Lion, séjours. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Oui. Ça ressemble vraiment au Roi Lion. Ça donne plusieurs très beaux albums. Il y a eu Terre des Lions, justement. Il y a eu aussi d'Ivoire et d'Ébène, je crois. Oui. Et puis Wild Africa, plus récemment. Oui, album de famille de l'Afrique sauvage. Africa. Vous en avez fait 2, je crois. Oui. Voilà. Et puis, alors, toujours en noir et blanc, vos photos. Pourquoi toujours en noir et blanc? Ça fait partie un peu de mon histoire avec la photographie. Moi, j'ai commencé... Les images sportives, vous les preniez en noir et blanc déjà? Oui, j'ai fait mes premiers pas dans la photo avec l'argentique et évidemment avec des films noir et blanc. Donc j'ai fait tout mon apprentissage avec ça et j'y ai pris goût forcément. Alors, pourquoi vous décidez de photographier uniquement les animaux? C'est pour aussi, parce que la nature est belle, mais c'est pour envoyer un message, pour nous dire que ces animaux, ils sont menacés? Moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, entouré de nature, et ensuite de monter sur Paris, un parcours assez classique, et de vivre comme citadin pendant une douzaine d'années. Et puis, la nature s'est rappelée à mon bon souvenir, on va dire, et j'ai vraiment ressenti ce besoin de me reconnecter à des choses essentielles. Qu'est-ce qui les menace le plus, ces animaux que vous avez rencontrés dans vos voyages en Afrique? Principalement, la destruction de leur habitat naturel, leur maison tout simplement. Leur espace naturel de vie se réduit d'année en année. Leur espace vital. On peut prendre l'exemple des éléphants par exemple, qui paradoxalement se retrouvent en surnombre dans des zones un peu trop exiguës pour le nombre d'individus. Ils ne peuvent plus migrer d'une zone à une autre compte tenu de l'expansion humaine. Et voilà, ça pose... Puis il y a le braconnage aussi. Oui, il y a le braconnage. Pour les éléphants. Le braconnage est très spectaculaire, mais je pense que la destruction de l'habitat naturel fait plus de dégâts sur les animaux que le braconnage. Alors, il y a quelques années, vous avez, tout en continuant à faire des voyages en Afrique, vous êtes parti, vous avez changé radicalement de température, puisque vous avez été dans le Grand Nord. On va voir un superbe album qui s'appelle Ice is Black. C'est cet album qui est édité par l'éditeur allemand, j'espère que je vais bien prononcer, Teneesch. Voilà, et donc ce sont des photos que vous avez prises, si je ne me trompe, au Canada, en Norvège et en Islande. Absolument. Voilà. Et pourquoi ces pays-là? Pourquoi? Parce qu'il y a une constante de biodiversité due au climat, évidemment. On trouve essentiellement les mêmes espèces, l'ours polaire, le renard polaire, des rennes, des bœufs musqués, voilà. La faune, essentiellement les mammifères. Voilà, il y a une constante de ces espèces-là dans ces différents pays. Alors on voit quelques-unes des photos de cet album Ice is Black. Ça, c'est quoi? Ce sont des rennes là qu'on voit là? Ce sont des rennes, oui, du Spitzberg, c'est une espèce endémique. C'est un renne qui est un petit peu plus petit que dans certaines autres zones de l'Arctique. Voilà, qui vit sur ces îles. Et évidemment, le paradoxe de votre titre, Ice is Black, pourquoi vous avez choisi ce titre?
D'abord parce que tout mon travail est en noir et blanc, donc il y a une référence au noir et blanc, et puis aussi parce qu'il y a une ombre qui plane, il y a une menace quand même sur toutes ces espèces et sur leur habitat naturel, de fait des changements climatiques, de la fonte des glaces évidemment. En dehors du gouvernement américain, il n'y a pas grand monde qui l'ignore, mais voilà. C'est aussi le black, c'est aussi, on pourrait dire, la pellicule de pollution qui se dépose sur certains animaux. Vous l'avez vu, cette pollution? On en parle parfois sur la neige, sur la glace, on la voit? Oui, on peut la voir. Et puis, il y a également toutes ces menaces qui pèsent sur les ressources convoitées qui sont dans le sous-sol, sous la glace. Donc, oui, on a parlé encore hier, d'ailleurs, avec Yvan Bourgnon, qui a réussi sur un petit voilier le passage du Nord-Ouest. Oui. C'est évidemment de ça dont vous parlez. Absolument. Et vous l'avez senti, ces changements climatiques? On le sent, oui, parce que déjà on l'observe tout simplement, la fonte de la banquise intervient de plus en plus tôt. Une anecdote, moi j'étais avec mon guide sur la glace et il y a des parties qui deviennent plus praticables beaucoup plus tôt qu'avant. Il faut vraiment être vigilant parce que la banquise devient beaucoup moins épaisse et dangereuse. Alors on va regarder ensemble un reportage de la rédaction de France 3 sur les conséquences justement de ces bouleversements climatiques dont on vient de parler, un commentaire donc de Sophie Guillaume. On regarde. Jamais, depuis 40 ans que les relevés existent, la superficie de la banquise n'a été aussi faible en automne au pôle Nord. Un triste record amorcé cet été avec des glaces visibles sur ces images de la NASA qui ont fondu en bien plus grande quantité que d'ordinaire. Responsables, les températures records de ces derniers mois, jusqu'à 20 degrés de plus que la moyenne à la mi-novembre. Très inquiets, les chercheurs s'attendent maintenant à voir la banquise disparaître quasi totalement en été, avant la fin du siècle. On gardera peut-être des toutes petites étendues de glace pérenne au nord de l'archipel canadien. Mais clairement, si on prend les projections climatiques, qui sont une base comme une autre, qui sont pourtant plutôt optimistes par rapport aux observations, comme vous le savez, eh bien vers 2040-2050, on ne voit plus beaucoup de glace dans les modèles, quel que soit le modèle. Un phénomène qui accentuera à son tour le réchauffement de la planète, puisque la glace permet entre autres, par la blancheur de sa surface, de renvoyer le rayonnement solaire dans l'atmosphère. Alors dans votre livre, il y a beaucoup d'ours. Vous les prenez au téléobjectif, vous ne les avez pas approchés de trop près, j'imagine? Non, pas trop. C'est-à-dire que... Il y a des anecdotes, vous avez vécu des choses... Vous étiez tout seul? Pas forcément, non, plutôt là c'est en mode un peu expédition avec notamment dans l'Arctique canadien j'avais un guide inuit qui connaît quand même bien l'environnement et oui les anecdotes c'est toujours en fait c'est jamais le photographe qui décide, c'est toujours l'animal qui choisit la distance, la rencontre, il est libre dans son milieu naturel, donc c'est jamais le photographe qui choisit. Mais vous avez mis du temps pour prendre ces photos ou bien les animaux sont encore en grand nombre, c'est facile de les photographier? Non, c'est pas facile. Comparé à l'Afrique où il y a encore une certaine densité animale dans des endroits où on peut trouver assez facilement. Sur l'Arctique, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut du temps. Ouais. Alors vous êtes depuis 2013 ambassadeur de l'ONU pour l'environnement. Oui, ambassadeur de bonne volonté. Oui, c'est-à-dire que. En quoi ça consiste? J'ai été sollicité tout simplement par cet organisme à donner mes droits d'exploitation de mes images pour sensibiliser sur une campagne de sensibilisation au trafic de l'ivoire, notamment en Asie. En Afrique, en Asie. En Asie, oui, d'accord. Et c'est un combat difficile, la défense de l'environnement. C'est un combat perdu d'avance. Je sais pas. On n'est jamais trop à combattre. J'ai envie de dire, on n'est jamais trop de voix pour toutes ces espèces sans voix. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai l'impression qu'on a un peu oublié qu'on n'était pas les seuls habitants sur cette planète. Malheureusement. Si on détruit tous ces habitats naturels, au bout d'un moment, il y a un proverbe indien qui dit très simplement, le jour où on aura coupé le dernier arbre, détruit
polluer la dernière rivière, on s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Mais je crois qu'on en est un peu là aujourd'hui. Alors on va pas faire publicité pour un grand magasin à Paris. Je crois qu'il y en a dans d'autres villes de France aussi qui distribuent des très belles photos de vous d'ailleurs, c'est Yellow Corner. Donc il y a énormément de photos de vous qu'on peut retrouver sous tous les formats, je crois. En galerie, oui, absolument. En galerie, oui. Oui. Voilà, donc je rappelle le titre de votre dernier livre, hein, Ice is Black, aux éditions Ténèche. Donc merci beaucoup, Laurent Baheux, d'être venu nous en parler dans 64 minutes.